sur la requalification. La requalification est le procédé par lequel le juge, se prononçant sur un fait dont il est saisi, lui donne sa véritable qualification, permettant ainsi de déterminer l'infraction et son régime juridique. Ce procédé trouve son fondement légal au niveau de l'article 441 du Code de procédure pénale qui dispose « Si le tribunal estime que les faits constituent un crime, il prononce la peine ». Il résulte de cette disposition l'obligation pour le juge de fond de donner une appellation juridique aux faits dont il est saisi avant de prendre des sanctions à l'encontre de l'agent pénal. L'article 544 du même Code ne paraît d'ailleurs autoriser le juge à relaxer que s'il estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale. La demande de requalification formulée sous la forme de réquisition par le ministère public a été faite au cours des débats. Cette demande a été notifiée aux accusés qui, par l'organe de leur conseil, ont largement fait des observations et formulé des demandes d'irrecevabilité de cette réquisition. Les faits contenus dans l'ordonnance de saisine sont ceux sur lesquels toutes les parties, notamment les accusés, ont fait des déclarations et qui servent de référence à la qualification nouvelle sollicitée. Un fait étant susceptible de plusieurs qualifications, une nouvelle qualification de ce fait ne peut donner lieu à un nouvel interrogatoire. Les débats suscités par la demande du ministère public ont permis d'observer le respect des droits de la défense. À ce propos, l'article 7 du statut de Rome dispose « Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1, A. Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. B. Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population. C. Par réduction ou esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. D. Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer de la force des personnes en les expulsant ou d'autres moyens coercitifs de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international. E. Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle. L'acception de ce terme
ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique de la population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse. Par percussion, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet. H, par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe social ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime. D. Par disparition forcée de personnes, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Au fin du présent statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin. Suivant le contexte de la société, il n'implique aucun autre sens. L'article 28 du même statut dispose « Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif, ou sous son autorité et son contrôle effectif. Selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces, dans les cas où ce chef militaire ou cette personne savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes, et ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en supprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. En ce qui concerne les relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés non décrites au paragraphe A, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés dans les cas où le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement. Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. Et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités aux fins d'enquête et de poursuite. Il résulte de l'analyse combinée de ces articles que le meurtre, le viol, la torture, entre autres, commis simultanément ou concomitamment par plusieurs personnes sur plusieurs autres, sont constitutifs de crimes contre l'humanité dès lors que les agents pénaux ont agi dans le but concerté et harmonisé de commettre des actes sur les victimes civiles sans aucune distinction. Également,
Toute personne qui a un pouvoir de nomination, de contrôle ou de sanction sur un groupe de personnes et de par ses pouvoirs exerce sur elle un pouvoir hiérarchique ou de commandement est responsable des actes de meurtre, viol, torture, entre autres, commis par plusieurs de ses subordonnés sur plusieurs personnes civiles de manière généralisée et systématique, s'il est établi qu'elle connaissait les agissements de ses subordonnés sans prendre les mesures idoines pour empêcher la commission de ces actes. Les crimes contre l'humanité et la responsabilité du supérieur hiérarchique ou du chef militaire sont de la compétence de la Cour pénale internationale instituée par le Statut de Rome. Cette compétence de la Cour pénale internationale est subsidiaire à celle nationale, en vertu de laquelle la saisine de la Cour demeure subordonnée à l'inertie des autorités du pays de commission des faits de juger leurs auteurs. Cette compétence ne peut donc être contestée au tribunal de ce siège concernant les faits pénaux survenus le 28 septembre 2009 au stade éponyme dont il est saisi. Il est constant que le 28 septembre 2009, des agents des forces de défense et de sécurité ainsi que des miliciens se sont rendus au stade où ils ont tué, violé, torturé, blessé une population civile réunie pour une manifestation en présence constante d'autres agents, notamment des policiers et des gendarmes, sans qu'il n'y ait eu aucune arrestation des auteurs de ces faits. Il y a dans le présent cas de la saisine crime de masse, mettant plusieurs auteurs en face de plusieurs victimes de faits infractionnels. Ces assaillants ont continué à tuer, à violer, à piller, à torturer cette population civile les jours suivants dans divers endroits et camps militaires de Conakry de façon ostensible en toute impunité. En dehors de systématique bénéficiant de l'onction de toutes les autorités, de tels faits ne peuvent être commis sans qu'il ne soit procédé à aucune arrestation. De ce qui précède, les faits de la saisine correspondent au mieux aux infractions de crimes contre l'humanité. Les faits de la saisine correspondent au mieux aux infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité du supérieur hiérarchique prévues et punies par le Statut de Rome du 17 juillet 1998, ratifié par la loi L/25/AN du 20 décembre 2002 et publié au Journal officiel de la République de Guinée. Il convient dès lors de restituer aux faits leur véritable qualification en les requalifiant désormais en crimes contre l'humanité. Sur la culpabilité, sur les crimes contre l'humanité, les accusés Marcel Guilavogui, Alpha Amadou Baldé, Mamadou Aliou Keita, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Claude Pivy, Paul Mansa Guilavogui, Blaise Goumou, Cessé Raphaël Abba, Mamadouba Kamara Di Toto et Sambarou Diamankan sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, faits prévus et punis par les articles 7, 25 et 77 du Statut de Rome. Il s'agit en l'espèce de plusieurs infractions, notamment de meurtre, de torture, de viol, de violences sexuelles, enlèvement et séquestration, dont la commission de l'une d'entre elles par plusieurs agents pénaux sur une population civile de façon généralisée et systématique suffit pour l'application des 10 articles. Le 28 septembre 2009, des militaires de la garde présidentielle, des gendarmes, des policiers et des infiltrés en tenue civile ont fait irruption au stade éponyme où se retrouvait une population civile réunie à l'occasion d'une manifestation. Ces assaillants ont tué certains manifestants, violé d'autres et ont continué leurs exactions les jours suivants en procédant à des enlèvements, des séquestrations dans le camp Alpha Yaya Diallo et le camp Koundara. Ils ont pillé, torturé dans divers quartiers de Conakry des citoyens désarmés. Ces exactions ont continué pendant plusieurs jours sans une intervention officielle, concrète et énergique des autorités en vue de les faire cesser. Les rapports médico-légaux
en date du 30 septembre 2009 du professeur Hassan Ba, médecin légiste, font état de 58 morts. Le témoignage du journaliste reporter de la BBC, Amadou Diallo, fait état de 87 morts. Le témoignage du général Oumar Sano, chef d'état-major général des armées au moment des faits, établit 157 morts. Et celui du contrôleur général de la police, Valentin Abba, directeur général de la police nationale au moment des faits, mentionne 54 morts. Il en résulte nécessairement une différence entre les statistiques concernant les morts qui établit clairement l'existence de personnes disparues pour lesquelles se sont constituées certaines parties civiles, dont Ouriba Iloba, Alpha Oumar Bari et plusieurs autres. La direction générale du centre hospitalo-universitaire de Donka, dans sa correspondance numéro 120, CHU/HND 2022, du 26 octobre 2022, à l'adresse du parquet près le tribunal de ce siège, donne les informations suivantes concernant les victimes des faits. 89 victimes par arme à feu, 14 victimes par arme blanche, 389 victimes de contusion, 4 victimes de violences sexuelles, 3 victimes de brûlures, 319 victimes de diverses causes, soit un total de 815 victimes pour la seule structure sanitaire. D'autres rapports médicaux établis dans d'autres structures sanitaires font état de blessures par arme à feu ou arme blanche et de viol. Des vidéos projetées ont montré les exactions sur des citoyens dans les rues de Conakry. Ces pièces et ces témoignages permettent d'établir la commission de meurtre, viol, coups et blessures volontaires, torture, enlèvement, séquestration par des militaires, gendarmes et policiers sur une population civile. Les faits infractionnels commis en 2009 sont régis par les dispositions du Statut de Rome. La présence de la garde présidentielle communément appelée Béret Rouge, des agents des services spéciaux à la présidence de la République, des miliciens en tenue civile, qui d'ailleurs n'avaient aucune justification, a eu pour corollaire ces meurtres, viols, pillages, enlèvements, séquestrations et tortures commis sur les manifestants composés exclusivement d'une population civile. Ces agents de la garde présidentielle et des services spéciaux ont débarqué au stade avec des armes à feu, comme un champ de guerre, et en ont fait usage sur cette population, tandis que les miliciens portaient des armes blanches, des gourdins. Les actions des uns et l'inaction des autres ont été menées dans une parfaite harmonie, permettant facilement la commission de ces infractions sans une opposition effective de la part de l'un quelconque de ces agents. Il s'agit là des infractions commises sous forme d'attaques généralisées et systématiques lancées contre une population civile, en relation de sa virulence et de la participation massive des militaires, gendarmes et autres agresseurs, et de son organisation méthodique liée aux réunions tenues dans les camps militaires par les autorités militaires, l'utilisation des recrues de Kalea et les actes administratifs d'interdiction de la manifestation. Le port d'armes est une circonstance objective qui produit les mêmes effets sur tous les membres d'un groupe, même en ignorance de l'existence de celle-ci, en la possession de l'un d'entre eux lors de la commission des faits infractionnels.